dois avouer que je m'étais trompé tout à l'heure. Je vous annonçais un atelier chargé. Puis je m'aperçois que, c'était pas le cas, que ça a coulé, ça a été agréable pour tout le monde, malgré le nombre d'intervenants, et que les organisateurs étaient plus sages que je l'imaginais, en ce sens que l'atelier d'avant était pas mal douche froide sur le commerce, sur les changements, tout ça. Et là, c'est un feel-good, cet atelier-ci. C'est extrêmement réconfortant. Ce qu'on a vu, c'est les atouts considérables du Vieux-Montréal et le fait qu'il va se passer encore plus de choses, donc il y aura encore plus d'atouts. Et donc ça vous dit quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de commerçants ici sur l'activité économique, mais ça va sans doute vous aider aussi à mieux définir l'identité du Vieux-Montréal, parce que c'est des éléments structurants. Et il y a un élément de fierté. Beaucoup de gens ont parlé de fierté, la vôtre envers le Vieux-Montréal, mais celle des Montréalais aussi. C'est que tout ça mis ensemble, on va discuter, là, mais que ça donne une fin de colloque qui me paraît extrêmement réconfortante et extrêmement dynamisante. C'est à vous. On a à peu près une bonne quinzaine de minutes de discussion. Ça, c'est beau, Yves. On commence ici. Bonsoir, mon nom c'est Laura Patuelli, je suis résidente de Vieux-Montréal. J'ai une idée à vous donner, mais le silos numéro 5, ça sera un palais de congrès exceptionnel. Si vous voulez un projet d'envergure, si vous voulez un projet de plus d'envergure, pour pouvoir utiliser le silos numéro 5, ça sera vraiment... vous avez la structure, vous avez l'espace pour tout pratiquement. Ça suffirait de faire de grandes fenêtres colorées comme les palais de congrès actuels. Voilà, c'est tout. Merci. Est-ce qu'on a le droit de réplique? Alors, allez-y. Merci beaucoup pour votre intervention et votre idée. Le silo numéro 5 effectivement, c'est un équipement qui est très complexe. Parce que les gens ne réalisent pas, ils pensent que c'est juste une structure de béton, mais les gens ne réalisent pas que c'est un béton qui est plus qu'un béton armé. Parce que les structures de métal à l'intérieur sont plus importantes que l'armature qu'on utilise aujourd'hui et que les murs ont 3 pieds d'épaisseur. Alors, on prend toutes les idées, et l'idée est bonne, mais il faut comprendre la complexité de la structure aussi, qui n'est pas une petite affaire. Alors, on regarde tous les différents aspects pour justement faire quelque chose dont on va être fier, mais encore une fois, qui va comporter des challenges techniques. Je peux me permettre, l'intérieur du silo numéro 5, ce sont des silos. Et cette structure est imbriquée en elle-même. Alors, si on veut éventrer, par exemple, ou ouvrir l'intérieur, la structure elle-même va probablement s'effondrer, puisqu'elle est faite, c'est imbriqué. Ce sont des structures extrêmement larges. On dispose vraiment pour le développement que le bas et que le très haut, qui est absolument époustouflant. Et pour l'avoir vu, la vue incroyable sur la ville. On dit qu'on n'a pas de ville de quincaillerie, pas de ville de hardware, mais ça, c'en est un ça alors. Le développer. Et juste pour ajouter, c'est des silos indépendants qui ont été finalement collés ensemble, mais le silo fait 3 pieds tout le tour et l'autre qui est à côté a 3 pieds aussi. Alors le mur à l'intérieur, la réalité, c'est qu'il fait 6 pieds à peu près d'épais de béton. Alors, ce n'est pas des structures qui sont simples à modifier. Il y a la partie métallique qui est toute rouillée, fouillée. La partie métallique à côté des silos en béton. La partie métallique à côté de la partie en béton. C'est tout rouillé, ça ne tient plus debout. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous seriez surpris parce qu'on a fait justement des analyses par rapport à la structure, qui est une structure saine, mais effectivement, elle est rouillée. Ça fait partie du projet qu'on est en train de regarder. Mais quand on regarde des structures de cette envergure-là, il faut regarder aussi à plus long terme, parce que juste peinturer les silos, c'est une question de quelques millions de dollars. Alors, avant de mettre un montant comme celui-là, c'est important qu'on regarde les différents aspects et qu'on ait une concertation pour dire
où est-ce qu'on veut aller. Je pense que pour 2017, il y a une volonté de faire quelque chose et de redonner l'accès au silo et de travailler sur justement sur un plan qui va permettre de faire les deux, donner accès et justement de remettre les structures à un niveau qui est visuellement plus acceptable. Merci. Question suivante. Oui, bonjour. Pardon, Stéphane Chagnon, ici, directeur de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours et du musée Marguerite-Bourgeois. On sait qu'historiquement, le port de Montréal, les gens qui y travaillaient, les travailleurs, les marins, les ouvriers, tissaient des liens très, très importants avec tous les commerces le long de la rue de la Commune. Ce que je souhaiterais pour 2017, c'est que le Vieux-Port et la Société immobilière, le Centre des sciences, puissent justement développer des projets de partenariat, qu'on ne travaille pas en silo, excusez-moi le jeu de mots, mais qu'on travaille justement... les marins, ils venaient prier à la chapelle, ils allaient manger dans les restos, ils allaient au bar. Est-ce qu'on pourrait travailler dans un esprit de collaboration entre le Centre des sciences, le Vieux-Port, puis tout ce qui est le long de la rue de la Commune? Ça implique Pointe-à-Calière, ça implique les commerces, ça implique... Il me semble qu'il y a un filon à trouver, là. C'était ma réflexion. On va vous organiser une réunion, nous, du 375e. Vous êtes assis à côté de Sylvie Kenville, qui est la directrice générale adjointe ici. Et si vous avez besoin de... On veut absolument créer des ponts entre les institutions. Et on cherche exactement ça. Alors, vos paroles, c'est de la musique à nos oreilles. Alors oui, on cherche des partenariats. Et c'est un peu ce que j'ai dit à l'intérieur de mon allocution. Moi, j'ai un ami, Luc Laporte, qui a, je crois, conçu cet endroit. Non, c'est pas lui. Qui a fait ça ici? Ah, désolé, je suis désolé. Luc Laporte en a conçu un endroit dans le coin, mais qui est un grand architecte montréalais qui m'avait dit que lui, il voulait transformer le silo numéro 5 en grosse musique à bouche. Qui jouait une fois par jour, que ce serait une grande attraction touristique mondiale. Je trouve ça très drôle. Je pense que peut-être un des points, si j'écoute bien aussi, c'est l'important de se concerter ici parce que tout le monde a avantage à ce qu'on retrouve une animation continue à l'année longue sur la rue de la Commune et de rapporter, quand on parlait, nous, de notre vision d'amener l'action sur la promenade, c'est d'amener l'action jusqu'à la rue de la Commune, avoir du monde qui vont venir régulièrement, avoir des choses à faire, des places où on peut acheter des affaires, des endroits où manger, donc, mais qu'on le fait tous ensemble. Ça ne s'offre pas seul. Ça ne se fera pas, c'est strictement dans le cadre d'une célébration, bien qu'on va en prendre avantage pour effectuer la synergie. Mais cette rue est trop belle pour qu'on se dise, OK, on va chacun faire un petit bout, puis ça va s'arranger. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut vraiment presque avoir un groupe de travail dans la SDC qui va dire, voilà, on s'occupe de ceci. Vous avez dans votre industrie tout avantage à arriver avec vos bateaux de croisière de 2500 voyageurs et de voir cette rue illuminée, colorée, intéressante, interactive, active, et avec les autres offres qui vont s'ajouter. Cette synergie-là, on peut la travailler à partir de demain matin. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est qu'en fait, la SDC est très active, avec, notamment au niveau des passagers de croisière et au niveau des membres d'équipage. Donc, la SDC est présente à chaque fois qu'on a des arrivées de navires pour vous représenter. On s'assure justement de bonifier l'expérience des clients en ayant justement des unités mobiles, des gens qui se déplacent pendant que les gens attendent leur taxi parce qu'ils vont rester à Montréal quelques jours. Ils vont vers eux, ils leur présentent l'application mobile de la SDC en leur demandant qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, est-ce que vous avez besoin d'informations. Ils vont vraiment aller au-devant d'eux. Et ça, c'est vraiment des tout petits pas, mais on commence à faire ça. Mais on a vu cette année vraiment la différence. On a travaillé vraiment en collaboration et ça a été très, très efficace. Puis on veut continuer dans ce sens-là. On a commencé un tout petit peu justement à travailler avec la Maison des marins qui est située vraiment juste à côté du terminal des croisières. Donc les marins, tous les marins du port, le port il fait comme 27 km. En fait, tous les marins du port viennent dans le Vieux-Montréal toujours. Il existe la Maison des marins qui est un peu le refuge des marins où est-ce qu'ils prennent soin d'eux, qui a en fait des trucs pour les dépanner. Mais nous, on a dit, bien, on veut leur parler à ces gens-là.
On a mis de l'affichage là-bas pour présenter les services de Tourisme Montréal, présenter des activités, présenter des offres spéciales, leur donner des outils aussi pour qu'ils sachent où est-ce qu'ils peuvent aller, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ont une journée. Ils ont peut-être juste 2 heures, mais ils ont peut-être 2 ou 3 jours éventuellement là, à Montréal. Donc, c'est important justement de leur présenter ce qu'il y en est. Et avec l'équipe de Tourisme Montréal, on travaille beaucoup sur l'accueil en général pour les croisières, mais aussi en général. Puis, on va travailler aussi sur à mettre en place des petites formations, justement pour aider, renseigner, être sûr que les chauffeurs de taxi qui viennent au terminal de croisière, qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe dans le Vieux-Montréal, qu'ils puissent être en mesure de parler à ces gens-là pour leur donner des bonnes indications. On va travailler avec les débardeurs, ceux qui s'occupent de décharger les valises, pour être certain que c'est eux qui ont le premier contact avec les passagers, pour qu'ils soient en mesure de leur dire, bien oui, présentement, il y a le Cirque du Soleil. Ce que vous voyez ici dans le Vieux-Port, il y a le Cirque du Soleil. Donc, on va travailler là-dessus. L'été, oui, évidemment, c'est pas notre problème. Absolument. Mais bon, on veut s'assurer quand même à Montréal, il y a pas toutes les chambres ne sont pas pleines en juillet, donc on veut s'assurer que il y a encore plus d'activités puis que les gens dépensent plus. Puis bon, on allonge notre saison. Cette année, ça a terminé fin octobre. L'année prochaine, on va être à la mi-novembre. Donc, on espère... Ça, des croisières brise-glace. Bien, on essaye, on y pense. En fait, il y a eu le CTMA qui est venu ici il y a 2 ans, qui est parti de Montréal vers Québec et Gaspé pour la traversée de la Gaspésie et qui a quitté le port de Montréal en plein milieu du mois de février. Je vous assure, pour avoir été sur le bateau, que de passer en dessous du pont Jacques-Cartier, tout illuminé, qui est une merveilleuse idée, avec la glace et le froid, c'était phénoménal. Mais non. Il y a un truc, c'est drôle, moi j'en ai une question à poser. Puis je sais que je m'arroge un droit qui n'est pas le mien, mais quand vous avez fait votre présentation au tout début, il y avait Nathalie, c'est ça, je n'osais pas. Nathalie, vous avez parlé, quand vous avez parlé de Montréal, si j'ai fait la multiplication, ça donnait 9 millions sur les 140 millions de dollars québécois. Est-ce que c'est une erreur, une coquille? Ou... Vous disiez qu'il y avait 140 millions de dollars d'entrée, d'impact touristique pour l'ensemble des ports du Québec. Et Montréal, si je faisais la multiplication du nombre de passagers, 45 000, je crois. Entre 8 et 9 millions, effectivement. C'est ça. Oui. Alors, comment ça s'explique cet écart-là? C'est Québec qui prend la grosse partie de l'argent? C'est le port de Québec, parce qu'ils ont des plus gros bateaux? Bien, oui, ils ont des plus gros bateaux. Donc, ça, c'est une des réponses, effectivement. Je te dis que la bombe... Hein? Non, mais je veux comprendre. C'est juste, je voulais comprendre. C'est 9 millions à Montréal, puis 131 millions pour le reste du Québec. J'imagine bien que c'est à Québec. M. Coderre va en parler. Régis Labombe. Non, mais donc, l'importance de monter les fils pour vous. Le pont Pierre-Laporte aussi. Et d'aller chercher aussi. C'est un certain nombre de bateaux qui ne peuvent pas. On sait les nombres. C'est des 800 passagers et moins, c'est ça? À peu près 1000, tu as jusqu'à 2000 ici qui s'en viennent. Tu as Crystal, tu as Regent, c'est quand même des gros bateaux classe moyenne. Mais tu as encore à peu près une dizaine de bateaux, de navires plutôt, là, qui peuvent venir à Montréal. Déjà, avec la montée des fils électriques, on va aller en chercher en 4 à 5 potentiels. De plus. Okay. Puis à Québec, vous savez, ils sont déjà assez maximisés au niveau de l'accueil. Ils ont une problématique d'accueil. Donc, on veut travailler aussi avec eux pour s'assurer que ces gens-là qui vont à Québec viennent aussi à Montréal. Et pour parler de retombées, tous les chiffres avec les nuitées supplémentaires n'étaient pas nécessairement comptabilisés. Et là, nous, on travaille aussi beaucoup là-dessus. On a conduit un sondage récemment pour justement avoir des informations sur qu'est-ce qu'ils font les passagers une fois qu'ils sont débarqués à Montréal. Et on sait qu'ils restent plus longtemps. Là, donc, on va avoir des informations un petit peu plus précises à donner bientôt. On va prendre des remorqueurs terroristes. On va aller chercher aux amener à Montréal. Est-ce qu'il reste 1 minute? Je prends une dernière question. Rapidement. Ça marche? Oui. Oui, pour retourner aux silos, bonjour, je suis Flavio Patuelli, résident du Vieux-Montréal, comme ce matin déjà. Vis-à-vis des silos, est-ce que les silos à Montréal sont construits techniquement? Vous avez fait une description technique de comment sont construits les silos. Est-ce qu'ils sont construits différemment d'autres silos à travers le monde? Parce que j'ai envoyé il y a 3 ans un projet qui a été réalisé près de Marseille. Ça s'appelle les silos de Hareng ou le complexe de Hareng. C'est des silos qui ont été convertis en résidentiel et j'ai reçu un courriel en arrière. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'ils sont construits différemment des silos à travers le monde? Écoutez, les silos à Montréal sont assez imposants. Si on regarde les silos à travers le monde, c'est parmi les imposants.
Ceci étant dit, on a une analyse justement qui a été faite sur tous les silos et tous les développements qui ont été faits, que ce soit de l'Afrique du Sud à Stockholm, aux différentes régions à travers le monde qui ont regardé, qui ont fait des développements des silos. Alors, je suis effectivement conscient de certains des développements. Il y en a qui ont été transformés en résidence. Il y en a qui ont été transformés en résidence d'étudiants, choses du genre. Comme je vous dis, je pense que les silos à ce stade-ci, ils ont une problématique, ils ont une réalité physique sur laquelle on va travailler, qu'on va prendre en considération lors de la consultation. Parce que je ne crois pas que, comme j'ai dit tout à l'heure, plein de gens ont des idées par rapport aux silos. L'objectif, c'est justement prendre ces idées-là, les distiller et de travailler pour le bien des Montréalais et le bien des Québécois pour faire quelque chose. Alors, je ne vous dis pas que c'est impossible, mais je vous dis qu'il y a une problématique physique, puis il y a une structure qui est relativement imposante. Si vous regardez les projets, que ce soit à Stockholm ou ailleurs, vous allez voir, ou même en Afrique du Sud, les silos en général sont une fraction de la grosseur des silos qu'on a ici, qui est le silo 5. Eh bien, c'est sur ces belles paroles, je tiens à vous remercier. On vous remercie tous pour vos présentations.